J'ai déménagé après qu'il m'a quitté pour sa secrétaire. À leur somptueux mariage, mon oncle a accidentellement révélé qui je suis vraiment. Il a instantanément tout regretté. Bonjour à tous. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. La lourde porte en verre du Golden Oak s'est ouverte, et l'odeur familière de la côte de bœuf rôti et du cuir vieilli m'a frappé. C'était autrefois l'odeur de la célébration, des anniversaires, de l'amour. Ce soir, ça sentait la faim. J'ai marché jusqu'à la table du coin, celle isolée près de la cheminée où Curtis m'avait demandé en mariage exactement 8 ans auparavant. Je l'avais réservée spécifiquement pour cette nuit, pour notre dernier dîner avant que les papiers du divorce ne soient signés demain matin. Je voulais tourner la page. Je voulais regarder l'homme à qui j'avais consacré ma vingtaine dans les yeux et lui dire au revoir avec dignité. Mais la dignité semblait être la dernière chose à laquelle Curtis pensait. Il est arrivé avec 20 minutes de retard. Il ne s'est pas pressé. Il n'avait pas l'air désolé. Il est entré nonchalamment, portant le costume en soie italienne pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois afin de le lui offrir pour son anniversaire l'année dernière. Il avait l'air prospère, soigné et complètement indifférent à ma présence. Il a tiré la chaise et s'est assis sans un salut, les yeux rivés sur son smartphone. Ses pouces bougeaient rapidement sur l'écran, un petit sourire en coin jouant sur ses lèvres. Je savais exactement qui était à l'autre bout de ses messages. Tiffany, sa secrétaire de 24 ans, celle qui l'appelait « papa » au bureau quand elle pensait que personne n'écoutait. J'ai commandé le cabernet que tu aimes, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour paraître forte. Et le filet mignon, saignant. Curtis a finalement levé les yeux, mais son regard n'a pas croisé le mien. Il a balayé la pièce du regard, vérifiant si quelqu'un d'important l'observait. « Ouais, bien », a-t-il marmonné, prenant le verre de vin et en buvant une gorgée comme si c'était de l'eau. « Faisons ça vite, Wendy. J'ai des projets pour plus tard. » « Des projets avec elle ?» ai-je demandé, allant droit au but. Il a laissé échapper un rire bref et méprisant. « Avec Tiffany ? Oui, nous organisons le mariage. Elle veut un thème hivernal. Ça va être spectaculaire, bien plus grand que ce barbecue dans le jardin que nous avons eu quand nous nous sommes mariés. » Ces mots étaient comme de petits poignards précis. Notre mariage avait été modeste parce que nous étions fauchés, parce que j'avais insisté pour que nous mettions chaque centime dans le capital de démarrage de son entreprise. Nous construisions un avenir, Curtis. Ce barbecue dans le jardin était tout ce que nous pouvions nous permettre parce que je payais le loyer de ton bureau. Et regarde où ça m'a mené, a-t-il ricané, croisant enfin mon regard. Il n'y avait plus aucune chaleur en eux, seulement une arrogance froide et dure. Je suis PDG maintenant, Wendy. J'ai besoin d'une femme qui correspond à cette énergie. Tiffany, elle est vibrante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment faire en sorte qu'un homme se sente comme un roi. Il s'est penché, sa voix baissant jusqu'à un murmure cruel. Toi, tu es juste fatigué. Tu sens l'huile de friture rance et la lessive. Tu me rappelles la galère, et franchement, j'en ai marre de galérer. J'ai serré la serviette en lin sur mes genoux si fort que mes jointures sont devenues blanches. 8 ans. J'avais fait des doubles services dans un dîner et pris des boulots de saisie de données en freelance la nuit pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter des factures pendant qu'il montait son entreprise. J'avais cuisiné, nettoyé, repassé ses chemises et apaisé son ego quand les clients le rejetaient. Et maintenant, je n'étais qu'un rappel de la galère. Je t'ai tout donné, Curtis, ai-je murmuré. J'ai abandonné mon diplôme de design pour toi. Et c'était ton choix, a-t-il haussé les épaules en regardant sa montre. Ne joue pas à la victime. Tu n'avais pas la motivation de toute façon. Tiffany, elle a la niaque. Elle m'aide à redorer l'image de toute l'entreprise. Elle est l'avenir. Tu es du passé. Le serveur est arrivé avec les steaks grésillants sur des assiettes chaudes. L'arôme qui me mettait autrefois l'eau à la bouche me donnait maintenant la nausée. Curtis a pris son couteau et sa fourchette et a commencé à manger avec enthousiasme, comme s'il ne venait pas de briser un être humain de l'autre côté de la table. J'ai fixé l'homme que j'avais aimé. Les cheveux gris qui commençaient à apparaître à ses tempes, la légère ride entre ses sourcils quand il mâchait. Je connaissais chaque centimètre de lui. Mais l'âme à l'intérieur était celle d'un étranger, un étranger avide et superficiel. Une fois le divorce finalisé demain, ai-je dit, ma voix gagnant un calme soudain et étrange, je quitte New York. Je déménage en Oregon. Il s'est arrêté,
un morceau de steak à mi-chemin de sa bouche. Pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur de quelque chose, un regret, une nostalgie, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par la même indifférence arrogante. En Oregon? Dans cette vieille bicoque que ta grand-mère t'a laissée à Willow Creek? Bien. Va t'enterrer dans les bois. Ça te va bien. Il n'a pas demandé comment je survivrais. Il ne m'a pas souhaité bonne chance. Il a juste mâché son steak et est retourné à ses textos. Soudain, son téléphone a sonné. Une sonnerie forte et discordante, une chanson pop que Tiffany avait probablement choisie. Son visage s'est illuminé d'une manière qu'il ne l'avait pas fait pour moi depuis des années. « Salut bébé », a-t-il répondu, sa voix dégoulinant d'une douceur écœurante. « Ouais, je finis juste une affaire avec l'ex. »« Non, c'est ennuyeux. Je suis là dans 20 minutes. Attends-moi. » Il a raccroché, s'est essuyé la bouche avec la serviette et l'a jeté sur son steak à moitié mangé. Il s'est levé, boutonnant sa veste. « Tu pars ?» ai-je demandé, stupéfaite. Nous n'avons même pas fini. « Moi, si », a-t-il dit, me regardant de haut comme si j'étais une tache sur le tapis. Tiffany a besoin de moi. Elle est contrariée par les arrangements floraux. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Il a fouillé dans sa poche, a sorti l'addition que le serveur venait de déposer sur la table et l'a jetée sur mon assiette. Elle a atterri avec un bruit sourd dans la sauce au poivre. « Tu t'en charges ?» a-t-il dit avec un sourire narquois qui m'a glacé le sang. Considère ça comme un cadeau de mariage pour moi et Tiffany. Après tout, sans toi pour payer les factures toutes ces années, je ne serais pas assez riche pour l'épouser. Alors, merci d'avoir servi de tremplin, Wendy. Il a tourné les talons et est sorti du restaurant d'un pas assuré, sans se retourner une seule fois. Je suis resté assise là, figée, les rires et le cliquetis des verres des autres convives s'estompant en un grondement sourd. L'humiliation me brûlait les joues. J'ai regardé l'addition sur mon assiette, tachée de sauce, puis la chaise vide en face de moi. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. À l'intérieur de la poitrine de la femme qu'il appelait fatiguée et fripée, quelque chose a cédé. Ce n'était pas une rupture. C'était une libération. Les chaînes de 8 ans de servitude ingrate venaient d'être déverrouillées. Merci, ai-je murmuré à l'air vide. Merci de m'avoir montré exactement qui tu es. J'ai appelé le serveur. Emballez ça, ai-je dit en montrant le steak coûteux qu'il n'avait pas fini. Mon chien va adorer. Et apporter le terminal de paiement. J'ai une nouvelle vie à commencer. L'appartement était silencieux à mon retour. Un silence lourd et étouffant qui me pressait les tympans. Cet endroit, un 3 pièces au centre de Manhattan, était censé être notre foyer pour toujours. Nous l'avions acheté il y a 2 ans, juste au moment où l'entreprise de Curtis commençait enfin à faire de vrais bénéfices. Je me souvenais du jour où nous avions eu les clés. Nous avions dansé dans le salon vide sur la musique de mon téléphone. Je pensais que nous avions réussi. Je pensais que le plus dur était passé. Maintenant, debout au milieu du salon, je réalisais que le plus dur avait été d'aimer un homme qui me voyait comme un appareil électroménager, utile jusqu'à ce qu'un modèle plus récent apparaisse. J'ai attrapé une pile de cartons et j'ai commencé à emballer. Pas tout, juste mes affaires. Le règlement du divorce était brutal, mais simple. Il gardait l'appartement et l'entreprise. J'obtenais une petite somme forfaitaire qui couvrait à peine mes frais de déménagement et les dettes que j'avais contractées sur mes cartes de crédit personnel pour les courses du ménage. Il avait un avocat requin. J'avais une mentalité d'avocat commis d'office et le désir de simplement m'échapper. J'ai ouvert le placard. Ses costumes occupaient les 3/4 de l'espace. Mes vêtements étaient entassés dans un petit coin à gauche. J'ai sorti mes robes, mes chemisiers de travail sages, les jeans usés que je portais le week-end. En attrapant un cintre, ma main a effleuré une de ses chemises, une Oxford bleue que je lui avais achetée pour sa première grande réunion client. J'ai instinctivement porté la chemise à mon nez. Elle sentait autrefois le cèdre et son eau de Cologne, une odeur qui signifiait la sécurité. Maintenant, elle sentait faiblement un parfum floral et sucré. Son parfum. Tiffany. L'odeur de la trahison. J'ai jeté la chemise par terre. Puis une autre, puis une autre. Une petite pile de coton bleu et blanc s'est formée à mes pieds. Je voulais les brûler. Je voulais crier jusqu'à ce que les fenêtres se brisent, mais je ne l'ai pas fait. Je devais être pratique.
J'avais un train à prendre dans 48 heures. Je suis allé à la commode de la chambre, ouvrant le tiroir du bas où je gardais les choses qui comptaient vraiment. Cachée sous une pile de pulls d'hiver se trouvait une boîte en bois de cerisier usé. Ma grand-mère, Nana Rose, me l'avait donnée avant de décéder il y a 5 ans. Je me suis assise par terre et j'ai passé mes doigts sur le bois lisse. Nana Rose avait été la seule personne qui me comprenait vraiment. Quand je lui ai dit que j'abandonnais l'école de design pour aider Curtis, elle ne m'a pas grondé. Elle m'a juste regardé avec ses yeux bleus vifs et intelligents et a dit, « Wendy, donne ton cœur, mais ne donne jamais ton âme. Et ne laisse jamais un homme définir ta valeur. » Je n'avais pas écouté. J'avais donné mon âme, ma cote de crédit et ma jeunesse. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, moi à la remise des diplômes, Nana dans sa roseraie en Oregon, et quelques photos de Curtis et moi des débuts. Sur ces photos, j'avais l'air pleine d'espoir, radieuse, même. Lui, il avait l'air affamé. Je le voyais maintenant. Il ne me regardait pas avec amour. Il me regardait comme une ressource. J'ai pris les photos de nous et je les ai déchirées en deux. Une par une, crac, crac, crac. Le son était satisfaisant dans la pièce silencieuse. J'ai jeté les moitiés avec son visage dans le sac poubelle destiné à la benne. J'ai gardé les moitiés avec moi. J'avais besoin de me souvenir de la fille que j'étais. Dans la boîte se trouvait aussi mon vieux carnet de croquis. Je n'y avais pas touché depuis 6 ans. J'ai feuilleté les pages. Des motifs complexes pour des vases en céramique, des esquisses d'aménagement intérieur, des dessins au fusain de la côte de l'Oregon. Ils étaient bons. Ils étaient pleins de vie. Tu disais que je n'avais pas la niaque, ai-je murmuré au fantôme de Curtis dans la pièce. Tu avais tort. J'ai juste utilisé toute ma motivation pour te pousser en haut de la colline. J'ai emballé la boîte en bois, mes vêtements et mes articles de toilette. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé la machine à expresso coûteuse pour laquelle j'avais économisé. J'ai laissé les rideaux que j'avais cousus à la main. Ces choses appartenaient à cette vie, à la femme d'un PDG prospère. Elles n'appartenaient pas à Wendy. À 3 heures du matin, l'appartement avait l'air étrange. Il était encore plein de meubles, mais il semblait complètement vide parce que mon esprit avait déjà quitté les lieux. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé, debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. New York, la ville des rêves. Elle m'avait mâché et recraché. Mais en regardant la ligne d'horizon, je ne me sentais plus vaincu. Je me sentais plus légère. Le poids d'essayer d'être parfaite pour un homme qui voulait un trophée avait disparu. L'anxiété de vérifier les comptes en banque pour voir si nous pouvions payer le loyer avait disparu. Le sentiment constant et lancinant que je n'étais pas assez bien s'estompait. J'ai pris un post-it et un stylo. J'ai écrit un message et je l'ai collé sur la porte du réfrigérateur, juste à côté du calendrier où il avait marqué « Dégustation mariage » à l'encre rouge pour la semaine suivante. J'ai pris mes vêtements et ma dignité. Tu peux garder le reste. Tu en auras besoin pour combler le vide où ta conscience devrait se trouver. Wendy. J'ai posé les clés sur le comptoir. Le métal a cliqueté contre le granit. Un point final à la fin d'une phrase très longue et très douloureuse. J'ai traîné mes 2 valises jusqu'à la porte. J'ai éteint les lumières. L'obscurité a englouti l'appartement de luxe. Adieu, enfer, ai-je dit doucement. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir, laissant la porte déverrouillée. Je m'en fichais désormais. Le palais de justice de la famille dans le Lower Manhattan était un endroit où l'espoir venait mourir, étranglé par la bureaucratie et l'éclairage fluorescent, l'air était épais d'une odeur de café rassis et de désespoir. Je me suis assise sur un banc en bois dur, lissant la jupe de ma simple robe beige. Je ne portais pas de maquillage. Je voulais avoir l'air exactement de ce que j'étais, une femme se dépouillant d'une fausse identité. Curtis est arrivé avec son avocat, un homme aux traits acérés dans un costume qui coûtait plus cher que la maison de ma grand-mère. Curtis avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux que l'anti-cerne coûteux ne pouvait pas cacher. La vibrante Tiffany le tenait-il éveillé, ou la culpabilité le rongeait-elle? Non, Curtis ne connaissait pas la culpabilité. Il était probablement juste stressé par la logistique du mariage. Il s'est assis à la table en face de moi. Il ne m'a pas adressé la parole. Il tapait nerveusement du pied, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. « Levez-vous » a marmonné l'huissier.
La procédure fut un flot de jargon juridique, de différends irréconciliables, de consentement mutuel, de renonciation à la pension alimentaire. Ce dernier point était la pilule amère. L'avocat de Curtis avait menacé de faire traîner le divorce pendant des années, épuisant le peu d'économie que j'avais si je demandais une pension. J'avais choisi la liberté plutôt que l'argent. Je voulais juste m'en sortir. Wendy Miller, acceptez-vous ces conditions, a demandé la juge, regardant par-dessus ses lunettes. J'ai regardé Curtis. Il fixait l'horloge sur le mur. Oui, votre honneur, ai-je dit, la voix stable. J'accepte. Et vous, monsieur Stone? Oui, j'accepte, a dit Curtis rapidement, coupant presque la parole à la juge. Pouvons-nous finaliser cela maintenant? La juge a froncé les sourcils devant son impatience, mais a tamponné les papiers. Décret accordé. Vous n'êtes plus mari et femme. Le marteau a frappé. C'était fini. Comme ça, 8 ans de mariage dissous en 15 minutes. Je suis sorti de la salle d'audience, ressentant un étrange mélange de vide et d'euphorie. J'étais libre. Mais en sortant dans le couloir, j'ai vu Curtis courir pratiquement vers l'ascenseur. Son téléphone était déjà à son oreille. C'est fait, bébé. Ouais. Je viens te chercher pour l'échographie. Ne t'inquiète pas, il a disparu dans l'ascenseur. Ce fumier, a sifflé une voix à côté de moi. Je me suis retourné pour voir Déborah, ma meilleure amie, debout avec 2 grands cafés et une expression de rage meurtrière sur le visage. Déborah était mon opposée, bruyante, effrontée et farouchement protectrice. Déborah, ai-je soupiré, prenant le café qu'elle m'offrait. C'est fini. Laisse-le courir. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Déborah m'a guidé vers un coin tranquille du couloir. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Échographie. Wendy, réveille-toi. Je me suis figé. Le mot résonnait dans mon esprit. Échographie. Il ne l'épouse pas seulement pour sa vitalité, Wendy, a dit Déborah, sa voix baissant à un ton sérieux que j'entendais rarement de sa part. Ma cousine travaille à la réception de la clinique gynécologique du docteur Peterson dans le nord de la ville. Elle a vu Curtis et Tiffany arriver la semaine dernière. Tiffany est enceinte. De 3 mois. Le monde a légèrement basculé sur son axe. 3 mois. Cela signifiait qu'ils essayaient, ou du moins qu'ils étaient imprudents. Pendant que je faisais encore sa lessive, pendant que je préparais encore son dîner. Enceinte, ai-je murmuré. Une vague de nausée m'a envahi. C'est pour ça qu'il était si pressé, a continué Déborah, les yeux flamboyants. C'est pour ça qu'il t'a forcé à accepter un règlement rapide sans pension alimentaire. Il avait besoin que tu partes pour pouvoir jouer le père de famille respectable avant qu'elle ne commence à prendre du ventre. Il essaie de t'effacer pour faire de la place à sa nouvelle dynastie. Je me suis appuyé contre le mur froid, fermant les yeux. Je pensais avoir atteint le fond de la douleur, mais il y avait un sous-sol. Il ne m'avait pas seulement remplacé. Il avait fondé une famille dans mon dos. Une famille que j'avais voulu avec lui, mais il disait toujours, pas encore. L'entreprise passe avant tout. Ce n'était jamais une question de timing, n'est-ce pas? Ai-je demandé, un rire amer m'échappant. C'était une question de femme. Il ne voulait pas d'enfant avec moi. Parce que tu étais la bête de somme, a dit Déborah, me saisissant les épaules. Elle est le cheval de parade. Mais écoute-moi, Wendy. Les chevaux de parade coûtent cher. Et Curtis, je sais de source sûre que la liquidité de son entreprise est fragile. Il met tout en jeu pour maintenir cette image. J'ai regardé ma meilleure amie. Ça n'a pas d'importance, Deb, laisse-le se noyer. Je vais en Oregon. Déborah s'est adoucie. Elle m'a serré dans une étreinte à m'en briser les os. Va en Oregon. Guéri. Plante ce jardin. Mais crois-moi sur parole, le karma a un GPS et il sait exactement où vit Curtis. Concentre-toi juste sur toi. Je me suis reculé et je l'ai regardé. Il pense qu'il a gagné, Deb. Il pense qu'il s'est débarrassé des ordures. Les déchets d'un homme sont le trésor d'un autre, a cligné de l'œil Déborah, essayant de me faire sourire. Ou dans ce cas, les déchets d'un homme sont en fait un diamant qu'il était trop stupide pour polir. Va prendre ton train. Laisse ces ordures à New York. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil aveuglant de midi.
La révélation de la grossesse piquait. Oui, ça brûlait, mais ça a aussi cautérisé la plaie. Il n'y avait plus de « et si ». Il n'y avait plus de « peut-être qu'on aurait pu arranger les choses ». Il n'y avait que la vérité crue et laide. J'ai hélé un taxi. « Penn Station, s'il vous plaît », ai-je dit au chauffeur. Alors que le taxi s'insérait dans la circulation, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai ouvert les contacts, trouvé, Marie, non, Curtis, et j'ai appuyé sur supprimer. Puis j'ai ouvert l'arrière du téléphone, j'ai sorti la carte SIM et je l'ai cassée en deux. J'ai baissé la vitre et j'ai jeté les morceaux sur l'asphalte de la 8e avenue. Adieu, New York, ai-je murmuré. Et bonne chance, Tiffany. Tu vas en avoir besoin. Le train Amtrak avançait à un rythme régulier, une berceuse métallique apaisante qui aidait à noyer le bruit chaotique dans ma tête. Clac, clac, ouah, clac, clac, ouah. Je regardais par la fenêtre depuis des heures, observant l'étalement de béton gris de la côte et céder lentement la place aux champs vallonnés du Midwest et finalement au sommet majestueux de l'Ouest. J'avais réservé une couchette. C'était une extravagance que je ne pouvais pas vraiment me permettre, mais j'avais besoin d'intimité. Je ne pouvais pas m'asseoir dans un wagon ordinaire, épaule contre épaule avec des inconnus, en faisant semblant de ne pas être une femme fuyant les décombres de sa vie. Deuxième jour dans le train. Le paysage à l'extérieur était vaste et vide. Il correspondait à ce que je ressentais à l'intérieur. Vide mais spacieux. Il y avait de la place pour respirer. Maintenant, j'ai sorti de mon sac l'exemplaire usé d', Orgueil et préjugés, de Nana Rose, mais je ne pouvais pas me concentrer sur les mots. Au lieu de cela, mon esprit revenait sans cesse à l'expression sur le visage de Curtis quand il m'avait jeté l'addition. Le mépris absolu. Comment l'amour peut-il se transformer en ça? Comment un « oui, je le veux » se transforme-t-il en « dégage » J'ai décidé d'aller au wagon-restaurant pour prendre un café. Le wagon était à moitié plein. J'ai trouvé une petite table près de la fenêtre et je me suis assise. De l'autre côté de l'allée était assise une femme plus âgée, peut-être dans ses 70 ans, avec des cheveux argentés coupés en un carré chic et des yeux vifs et observateurs. Elle tricotait quelque chose qui ressemblait à une explosion chaotique de couleurs. Elle m'a surprise en train de la regarder et a souri. « C'est une écharpe » a-t-elle dit, sa voix rauque et chaleureuse. « Ou une couverture. » Elle n'a pas encore décidé ce qu'elle veut être. Je la laisse faire. J'ai souri en retour, un sourire sincère pour la première fois depuis des jours. Ça ressemble à une bonne philosophie. « Je m'appelle Martha » a-t-elle dit. On dirait que vous fuyez quelque chose ou que vous courez vers quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai hésité. Je ne parlais généralement pas aux inconnus, mais je n'avais pas de carte SIM, pas de mari et pas de maison. Que avais-je à perdre? Je fuis, ai-je admis, en roulant mes mains autour de la tasse de café chaude. Mon mari, ex-mari, m'a échangé contre un modèle plus récent et un bébé. Martha a arrêté de tricoter. Elle m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. Ah, la mise à niveau de la crise de la quarantaine. Classique. Douloureux, mais classique. Il a dit que j'étais fatigué, ai-je dit, les mots sortant tout seuls. Il a dit que je sentais la galère. J'ai eu 2 emplois pour construire son entreprise et maintenant il épouse sa secrétaire et vit la vie que j'ai payée. Martha a hoché la tête, ses aiguilles cliquant doucement à nouveau. Ma chérie, écoute-moi. Les hommes comme ça, ce sont des parasites. Ils s'attachent, ils drainent, et quand l'hôte est à sec, ils passent à autre chose. Mais voici le truc avec l'hôte. Une fois le parasite parti, l'hôte se rétablit. Le parasite? Il finit par mourir de faim s'il ne trouve pas une autre victime. Il en a trouvé une, ai-je dit amèrement. Elle a 24 ans. Elle n'est pas encore une victime, a corrigé Martha. Elle est juste le prochain repas. Donne-lui du temps. Elle s'est penchée en avant. Où allez-vous? En Oregon. Willow Creek. Ma grand-mère m'a laissé une vieille maison en pierre là-bas. Je n'y suis pas retourné depuis des années. L'Oregon, a soupiré Martha rêveusement. De grands arbres, de l'air pur, une bonne terre. C'est un endroit pour planter des racines, pas seulement pour garer une voiture. Prenez cette maison et faites-en la vôtre. Arrachez le papier peint. Peignez les murs d'une couleur que vous aimez, pas d'une couleur qui l'approuverait. Réappropriez-vous votre espace. J'ai peur, ai-je avoué.
J'ai 32 ans. Je n'ai pas de travail, pas de mari et à peine d'argent. J'ai l'impression d'avoir échoué. Martha a ri, un son sec et aboyant. Échoué? Vous avez survécu. Vous n'avez pas échoué. Vous vous êtes échappé. Vous pensez que gagner, c'est rester avec un homme qui vous manque de respect? C'est perdre, ma chère. Partir la tête haute, c'est ça la victoire. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un petit chocolat emballé. Elle l'a fait glisser sur la table jusqu'à moi. Mangez ça. Le chocolat aide. Et rappelez-vous, parfois le train doit traverser un long tunnel sombre avant d'atteindre la côte. Vous êtes juste dans le tunnel en ce moment, mais je vous promets que l'océan vous attend. J'ai mangé le chocolat. Il était noir et doux amer. Le train a sifflé, un son solitaire dans la nuit. Je suis retourné à ma cabine, les mots de Martha résonnant dans mon esprit. Tu n'as pas échoué, tu t'es échappé. Je me suis allongé dans la couchette étroite, regardant la lune courir à côté du train. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer l'avenir non pas comme un vide terrifiant, mais comme une toile blanche. Le lendemain matin, le paysage a changé. Les plaines plates se sont transformées en montagnes escarpées couvertes de pins. L'air qui s'infiltrait par la ventilation semblait plus frais, plus vif. Nous passions la frontière de l'Oregon. Mon cœur a commencé à battre plus vite, non pas d'anxiété, mais d'anticipation. La voix du contrôleur a crépité dans l'interphone. Prochain arrêt, Willow Creek. Willow Creek. Arrivée imminente. J'ai rassemblé mes bagages. J'ai vérifié mon reflet dans le petit miroir. J'avais l'air fatigué, oui. Pâle, mais mes yeux étaient clairs. La résignation terne avait disparu. Le train a sifflé jusqu'à l'arrêt. J'ai posé le pied sur le quai. L'air m'a frappé instantanément. Il sentait la terre humide, les aiguilles de pin et la pluie. Il était pur. Il était propre. Il ne sentait pas la trahison. J'ai traîné mes valises jusqu'au bord du quai et j'ai regardé la petite ville nichée dans la vallée. On aurait dit une peinture. Je suis à la maison, Nana, ai-je murmuré au vent. Je suis enfin à la maison. Le chauffeur de taxi, un homme bavard nommé Pete avec une épaisse chemise en flanelle, m'a déposé au bout de la longue allée de gravier. Personne n'a vécu au Rose Place depuis longtemps, a-t-il commenté. Regardez ce lierre envahissant sur les murs de pierre. Dommage. C'était le plus joli jardin du comté. Il le redeviendra, ai-je dit, en lui tendant l'argent. C'était une promesse que je me faisais autant qu'à lui. Je me tenais devant la maison. C'était un cottage robuste de 2 étages en pierre de rivière grise avec un toit en ardoise et une large véranda en bois. On aurait dit une maison de conte de fées, mais un conte de fées qui avait été mis sur pause pendant 5 ans. Les mauvaises herbes étouffaient les rosiers. La peinture bleue sur les volets s'écaillait. Un volet pendait de travers à une seule charnière, claquant doucement dans la brise. Mais c'était à moi. C'était la seule chose au monde qui m'appartenait vraiment. J'ai trouvé la clé de secours exactement là où Nana la cachait toujours, sous le 3e pot en terre cuite à gauche de la porte. La serrure était raide, mais avec un bon coup de pouce, la lourde porte en chêne a grincé en s'ouvrant. Je suis entré. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui perçaient la pénombre. L'air sentait le renfermer, mélangé à la faible odeur persistante du pot pourri à la lavande de Nana. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, ressemblant à des fantômes attendant une fête. J'ai retiré le drap du fauteuil le plus proche, le fauteuil à oreille préféré de Nana, près de la cheminée. Un nuage de poussière s'est élevé, me faisant tousser. D'accord, ai-je dit à voix haute. D'abord, les fenêtres. J'ai passé les 3 heures suivantes à ouvrir chaque fenêtre, laissant la brise fraîche de l'Oregon chasser l'air vicié de l'abandon. J'ai balayé les sols, essuyé les comptoirs de la cuisine et fait le lit dans la chambre d'amis. Je ne me sentais pas encore capable de dormir dans la chambre de Nana. Le soir, mes muscles me faisaient mal, mais c'était une bonne douleur. C'était la douleur de l'accomplissement. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé instantané, regardant autour de moi. Cette cuisine, je me souvenais y avoir préparé des biscuits avec Nana. Je me souvenais m'être assise à cette table en pleurant pour un garçon au lycée et Nana me disant « Les garçons sont comme les bus, Wendy. Un autre arrive toutes les 15 minutes. Mais ton éducation, elle est à toi pour toujours. » Je l'avais déçue en abandonnant mes études. La culpabilité me rongeait.
J'ai remarqué une pile de courriers sur le comptoir, accumulés par la société de gestion immobilière que j'avais engagée pour faire des vérifications minimales au fil des ans. Principalement des publicités, des prospectus et des factures que j'avais mises en paiement automatique. Mais au bas de la pile se trouvait une épaisse enveloppe de couleur crème. Elle n'était pas timbrée. Elle portait mon nom, Wendy Miller, écrit à la main d'une élégante encre cursive. J'ai reconnu l'écriture instantanément. Ce n'était pas celle de Nana. C'était celle de Monsieur Higgins, son vieil avocat et ami de toujours. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'il y a 5 ans, la semaine où Nana est morte. Chère Wendy, si tu lis ceci, 2 choses se sont produites. Premièrement, je suis parti. Deuxièmement, tu es enfin revenu à Willow Creek, seul. Mes mains ont commencé à trembler. Comment savait-elle? Je sais que tu aimais ce garçon, Curtis. Mais j'ai vécu 80 ans, ma chérie, et je reconnais un loup quand j'en vois un. Il a des yeux affamés, mais pas pour toi, pour ce que tu peux lui donner. Je voulais tout te laisser immédiatement. Mais je savais que si je le faisais, il le prendrait. Il l'utiliserait pour construire ses rêves et te laisserait sans rien. Alors j'ai créé un filet de sécurité, une épreuve du temps. 6 juin les coordonnées de Monsieur Higgins. Va le voir immédiatement. Il y a un fonds en fiducie à ton nom, mais la condition de la fiducie était stricte. Tu ne pouvais pas accéder à un seul centime avant d'avoir 40 ans ou jusqu'à ce que tu fournisses la preuve d'un certificat de divorce ou d'un certificat de décès de ton conjoint. Je priais pour que tu me donnes tort et que tu aies un mariage heureux. Mais si tu lis ceci, j'avais raison. Et si j'avais raison, tu vas avoir besoin de ressources pour te reconstruire. N'aie pas peur. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et maintenant, tu seras plus libre que tu ne l'as jamais imaginé. Avec amour, Nana Rose. J'ai fixé la lettre, les larmes brouillant ma vision. Elle savait, elle avait vu clair à travers le sourire charmant et le discours ambitieux de Curtis. Elle avait mis mon héritage sous clé pour le protéger de lui. J'ai regardé le numéro de téléphone de Higgins et associé au bas de la page. Il était 17h30. Le bureau serait fermé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le silence de la campagne était rempli du ululement des chouettes et du bruissement du vent dans les arbres, mais mon esprit était bruyant de questions. Que m'avait-elle laissé? Était-ce juste assez pour réparer le toit ou assez pour recommencer à zéro? Quoi que ce soit, c'était en sécurité. Curtis n'y avait pas touché. Il ne savait même pas que ça existait. Pour la première fois en 8 ans, j'avais un secret, et c'était puissant. Le bureau de Higgins et associés était situé sur la place du village, coincé entre une boulangerie et une quincaillerie. Il avait l'air exactement comme il y a 20 ans. Façade en briques, lettres dorées sur la vitre, et une cloche qui tintait joyeusement quand j'ai poussé la porte. M. Higgins était assis derrière un bureau en chêne massif qui semblait engloutir la pièce. C'était un petit homme avec des touffes de cheveux blancs et des lunettes cerclées de fils de fer, ressemblant beaucoup à un hibou sage. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé d'un doux sourire. Wendy, a-t-il dit, se levant pour me serrer la main. Sa poignée était étonnamment ferme. Je vous attendais. J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. Les nouvelles vont vite, ai-je dit nerveusement, m'asseyant dans le fauteuil en cuir en face de lui. À Willow Creek, les nouvelles voyagent plus vite que la lumière, a-t-il gloussé. Puis son expression est devenue sérieuse. Je suppose que vous avez trouvé la lettre. J'ai hoché la tête et j'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti mon décret de divorce, le papier que j'avais reçu dans la salle d'audience stérile de New York il y a à peine 3 jours. Je l'ai posé sur le bureau. Nana. Nana a dit que j'en aurais besoin. Monsieur Higgins a ajusté ses lunettes et a examiné le document attentivement. Signé, scellé et finalisé. Je suis désolé pour votre peine, Wendy, mais je suis heureux de votre timing. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un épais classeur en cuir. Votre grand-mère était une femme remarquable, Wendy. La plupart des gens la connaissaient comme la dame aux roses primées. Très peu savaient qu'elle était l'une des investisseuses en bourse les plus perspicaces de la côte ouest. Ma mâchoire est tombée légèrement. Nana investissait depuis les années 70, a hoché la tête Higgins. Elle a acheté des terres quand elles étaient bon marché. Elle a acheté des actions technologiques quand les gens pensaient que les ordinateurs étaient une mode. Elle vivait simplement parce qu'elle aimait les choses simples, pas parce qu'elle le devait.
Il a ouvert le classeur et l'a tourné vers moi. Voici la fiducie Rose Miller. À l'ouverture du marché de ce matin, la valeur totale des actifs, y compris la maison, le portefeuille d'actions diversifié et les réserves de liquidité, est de, il a pointé un chiffre au bas de la page. J'ai regardé. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé à nouveau. 5 240 000 $. L'air a quitté mes poumons. La pièce a commencé à tourner. 5 millions. C'est une erreur, ai-je balbutié. Nana vendait des confitures à la foire du comté. Et elle mettait chaque dollar de profit dans Berkshire Hathaway, a souri Higgins. Tout est à vous, Wendy. Les conditions de la fiducie ont été remplies. Vous êtes divorcé. Le loup n'est plus à la porte. Les actifs sont maintenant entièrement sous votre contrôle. Je me suis assise, stupéfaite. Pendant 8 ans, j'avais découpé des coupons. J'avais marché 20 pâtés de maison pour économiser le prix du bus. J'avais laissé Curtis me crier dessus parce que j'avais acheté la marque de café cher. J'avais vécu dans un état constant d'anxiété financière, me sentant comme un fardeau, comme une mendiante dans mon propre mariage. Et pendant tout ce temps, j'étais millionnaire. Est-ce qu'il sait, ai-je murmuré. Est-ce que Curtis sait? Absolument pas, a dit fermement Higgins. La fiducie a été structurée spécifiquement pour être invisible. Comme vous l'avez acquise après la finalisation du divorce, techniquement l'événement déclencheur était le divorce, ce n'est pas un bien matrimonial. Il n'a aucun droit sur un seul centime. C'est à vous, Wendy. Propre et net. Un rire a bouillonné dans ma gorge. Il a commencé comme un gloussement et s'est transformé en un rire à gorge déployée, les larmes coulant sur mon visage. C'était hystérique, libérateur et légèrement maniaque. Est-ce que ça va? A demandé Higgins gentiment, faisant glisser une boîte de mouchoirs sur le bureau. Ça va, j'ai essuyé mes yeux. Je pense juste à. Il m'a quitté parce qu'il pensait que j'étais pauvre. Il m'a quitté parce qu'il pensait que je ne pouvais plus l'aider à financer son style de vie. Il m'a jeté une addition de restaurant, Monsieur Higgins. Il m'a jeté une addition de 100 $ et m'a dit de la payer. Eh bien, s'est penché Higgins en arrière. Maintenant, vous pouvez acheter le restaurant si vous voulez. Non, ai-je dit, me redressant. Une nouvelle clarté m'a envahi. Je ne veux pas acheter de restaurant, et je ne veux que personne ne soit au courant de ça. Pas encore. La discrétion est sage, a convenu Higgins. Dans une petite ville, l'argent attire les mouches. Je veux vivre dans la maison de Nana, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Je veux la rénover moi-même. Je veux trouver un travail. Je veux vivre une vie normale et tranquille. J'ai besoin de guérir, Monsieur Higgins. L'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter la guérison. Je dois faire le travail. Une décision très mature, a-t-il hoché la tête en signe d'approbation. Nous mettrons en place une allocation mensuelle pour vous à partir des intérêts afin que vous viviez confortablement mais sans ostentation. Le principal continuera de croître. Je me suis levé et je lui ai serré la main à nouveau. Je me sentais différente. En entrant dans ce bureau, j'étais Wendy la divorcée, l'échec. En sortant, j'étais Wendy l'héritière. Mais plus important encore, j'étais Wendy la survivante. Je suis sorti sur le trottoir. Le soleil brillait. J'ai regardé mon reflet dans la vitrine de la boulangerie. J'avais la même apparence. Jean, t-shirt, chignon décoiffé. Mais je connaissais la vérité. J'avais l'arme ultime contre Curtis. J'étais tout ce qu'il voulait être. Et il m'avait jeté. Je suis allé à la quincaillerie d'Accent Grave Côté. J'avais besoin de peinture. J'avais besoin d'outils de jardinage. Et j'ai acheté la marque de gants chers parce que je le pouvais. Les mois suivants furent les plus paisibles de ma vie. Je n'ai pas touché aux millions. Je vivais de la modeste allocation que Monsieur Higgins avait mise en place, qui était encore plus que ce que j'avais jamais eu comme argent de poche de la part de Curtis. Je me suis jeté à corps perdu dans la restauration de la maison. J'ai gratté des couches de papier peint lait, révélant un magnifique plâtre vintage en dessous. J'ai poncé les parquets jusqu'à ce que mes bras me fassent mal et que le bois brille comme du miel. J'ai taillé les rosiers, coupant le bois mort pour que les nouveaux bourgeons puissent respirer, une métaphore qui ne m'a pas échappé. J'avais aussi besoin de sortir de la maison.
Je ne voulais pas être une recluse. Je suis allé à Clay & Fire, le studio de poterie local. J'avais passé tellement de ma jeunesse dans des studios comme celui-ci avant que Curtis ne me convainque que l'art était un passe-temps inutile. La propriétaire, une femme joyeuse nommée Sarah avec de l'argile en permanence sous les ongles, m'a embauché sur le champ pour enseigner le cours de tour pour débutants. Tu as le tour de main, m'a-t-elle dit après m'avoir vu tourner un vase. Tu centres parfaitement l'argile. La plupart des gens la combattent. Toi, tu bouges avec elle. J'ai appris à la dure, ai-je souri. Se battre ne mène nulle part. Enseigner le cours m'a donné un but. J'ai rencontré les femmes de Willow Creek. Des mères ayant besoin d'une pause. Des retraités voulant un passe-temps. Nous rions. Nous nous salissions. Nous buvions du thé. Je n'étais pas la femme de Curtis ici. J'étais juste Wendy, la prof de poterie qui faisait de superbes vases. Un mardi après-midi, une voix tonitruante a résonné dans le studio. J'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle prof ici. Est-ce qu'elle est douée ou est-ce qu'elle joue juste avec la boue? Je me suis retourné pour voir un grand homme avec une barbe blanche et un chapeau de cow-boy debout dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait au Père Noël en vacances. Oncle Roy, ai-je haleté. Roy n'était pas mon véritable oncle. C'était un ancien partenaire commercial du père de Curtis, mais il avait toujours été le mouton noir de ce cercle parce qu'il était honnête, bruyant et détestait la prétention. Il avait déménagé en Oregon des années auparavant pour prendre sa retraite dans un ranch. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Petite Wendy. Il s'est précipité et m'a enveloppé dans une étreinte d'ours qui sentait le tabac et les chevaux. Mon Dieu, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici maintenant, ai-je dit, rayonnante. J'ai repris la maison de Nana Rose. Et Curtis? Où est ce mari coincé que tu as? Mon sourire s'est effacé. Nous sommes divorcés, oncle Roy. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Le visage de Roy s'est assombri. Ce petit serpent. Je ne l'ai jamais aimé. Il marchait toujours comme s'il avait un balai dans le. Enfin, tu sais. Il t'a échangé contre sa secrétaire. Elle a 24 ans et elle est enceinte. Bah. Roy a craché par terre, puis s'est excusé auprès de Sarah. C'est un idiot. Il l'a toujours été. Tout comme son père, à courir après les paillettes et à rater l'or. Roy est devenu une partie intégrante de ma vie. Il venait à la maison pour m'aider à réparer les choses lourdes, les marches du porche, les gouttières. Nous nous asseyions sur le porche en buvant du thé glacé et il me racontait des histoires du bon vieux temps et à quel point le milieu des affaires de New York était faux. Je ne lui ai pas parlé de l'argent. Je n'en ai parlé à personne. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour mon chéquier. Et il l'a fait. Il m'a traité comme une fille. Tu as l'air heureuse, gamine, a-t-il dit un soir, en regardant le coucher de soleil sur ma roseraie en fleurs. Je le suis, ai-je réalisé. Je le suis vraiment. Je n'ai pas grand-chose, un mensonge, mais un mensonge nécessaire, mais j'ai la paix. La paix, ça n'a pas de prix, a hoché la tête Roy sagement. La plupart des riches que je connais sont malheureux. Curtis, par exemple. J'ai entendu dire par des bruits de couloir qu'il transpire à grosses gouttes. Oh. J'ai essayé de paraître désinvolte. Ouais, mes anciens contacts disent qu'il est endetté jusqu'au cou pour ce mariage. Il essaie d'impressionner des gens qui s'en fichent. Il construit un château sur des sables mouvants. J'ai bu une gorgée de thé, cachant un sourire. Eh bien, j'espère qu'il sait nager. En vivant à Willow Creek, en me salissant les mains dans le jardin et avec l'argile, j'ai senti mon âme se ressouder. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des nouvelles. J'ai arrêté de faire des cauchemars à propos de Curtis. Je reconstruisais mes fondations, brique par brique. Et contrairement au château de Curtis, les miennes étaient en pierre solide. Mais comme le disait la lettre de Nana, le loup a des yeux affamés. Et même si j'étais en sécurité, le loup était là dehors, de plus en plus désespéré. La bulle de paix n'a pas éclaté, mais elle a été percée par une sonnerie de téléphone. C'était Déborah. D'accord, prends du pop-corn, a-t-elle dit dès que j'ai répondu. J'ai des potins, et ils sont brûlants. J'ai essuyé l'argile de mes mains et je me suis assise sur le tabouret du studio. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé est né. Non, toujours en cuisson. Mais les préparatifs du mariage, c'est un cirque,
Wendy. Un vrai cirque, Harry Deborah. Un son méchant. Alors, tu te souviens que Curtis a toujours été obsédé par l'image. Difficile d'oublier. Eh bien, il essaie de décrocher un contrat avec le groupe Tanaka. De gros investisseurs japonais. Apparemment, ce contrat est la seule chose qui empêche son entreprise de couler. Il perd de l'argent depuis que tu es parti. Depuis que je suis parti, ai-je demandé. Je n'étais pas la directrice financière, Deb. Je gérais juste le foyer. Exactement. Tu gérais le foyer avec un budget dérisoire pour qu'il puisse réinvestir. Tu gérais son stress pour qu'il puisse se concentrer. Sans toi, il engage des consultants pour tout. Il mange au restaurant tous les soirs. Et Tiffany, elle dépense l'argent de l'entreprise en décoration de bureau, qui ressemble étrangement à des meubles de chambre de bébé. Donc, il est fauché. Pire, il est dans le rouge, mais il dépense comme s'il était plein aux as pour impressionner Monsieur Tanaka. Il a invité Tanaka au mariage. Il veut prouver qu'il est un père de famille stable et riche. Donc, le mariage doit être l'événement du siècle. Deborah a repris son souffle. Ils ont loué la grande salle de bal du Plaza. Ils ont engagé un orchestre symphonique. Et Tiffany, oh mon Dieu, Wendy. Elle a commandé une robe sur mesure à Paris. 25 000 $. J'ai eu le souffle coupé. 25 000 $? Est-ce que Curtis a seulement ça? Non, c'est ça le meilleur, a glapi Deborah. Ma cousine à la banque, celle qui déteste Curtis parce qu'il lui a crié dessus une fois, m'a dit que ses cartes de crédit sont au maximum. Il contracte des prêts sur salaire, à taux d'intérêt élevé, des trucs louches. Il parie littéralement tout sur la conclusion de ce contrat avec Tanaka après le mariage. Il est fou, ai-je murmuré. Il va s'effondrer. Il est désespéré, a corrigé Deborah. Et Tiffany conduit le train droit dans le mur. Elle a piqué une crise parce que les diamants de son diadème n'étaient pas assez gros. Elle se comporte comme si elle épousait un milliardaire et Curtis a trop peur de perdre la face pour lui dire qu'il est fauché. J'ai regardé autour de mon studio de poterie tranquille. J'ai regardé le vase que je venais de faire. Simple, imparfait, mais réel. Le contraste était saisissant. Curtis se noyait dans une mer de dettes et de mensonges, portant un smoking pour cacher la panique. Je portais un tablier couvert de boue, assise sur une fortune, et je ne m'étais jamais senti aussi riche. Il y a plus, a dit Deborah. J'ai reçu une invitation. Quoi? Pourquoi? Parce que mon mari Dave est toujours techniquement un client de l'entreprise de Curtis. Curtis a besoin de remplir la liste des invités pour que ça ait l'air plein. Il pense que je suis assez stupide pour venir et apporter un cadeau. Tu vas y aller? Tu plaisantes? Je ne manquerai ce naufrage pour rien au monde. Je vais aller boire son champagne cher et te diffuser le désastre en direct. Tu dois voir ça, Wendy. Tu dois voir ce à quoi tu as échappé. Je ne sais pas, Deb, non, tu sais. Tu as besoin de tourner la page. Tu as besoin de le voir transpirer dans son costume trop serré pendant que son monde factice s'écroule. C'est thérapeutique. Oh, et devine qui d'autre est invité? Qui? Ton oncle Roi. Roi? Je me suis redressé. Il est ici en Oregon. On se voit tout le temps. Eh bien, Curtis l'a invité. Probablement parce que Roi connaît les gens de Tanaka. Il se sert de tout le monde, Wendy. Il essaie d'utiliser Roi pour réseauter. J'ai souri lentement. Oncle Roi, l'homme qui avait traité Curtis de serpent. L'homme qui savait que j'étais heureuse mais ne savait pas que j'étais riche. Et surtout, l'homme qui ne pouvait pas garder un secret après 2 whisky. Si Roi y va, ai-je dit, ça va être intéressant. Dis-lui d'y aller, a insisté Deborah. Dis-lui d'y aller et de représenter la délégation de l'équipe Wendy. Ce soir-là, j'ai invité oncle Roi à dîner. J'ai préparé un poulet rôti et ouvert une bouteille de vin. Alors, ai-je dit nonchalamment, j'ai entendu dire que tu avais reçu une invitation pour un mariage chic à New York. Roi a grogné. Ouais, ce serpent de Curtis. Je l'ai jeté à la poubelle. Tu devrais y aller, ai-je dit, en lui versant plus de vin. Pourquoi? Je déteste ce type. Parce que, je l'ai regardé dans les yeux, il essaie d'escroquer un investisseur japonais. Et tu sais, des gens que tu pourrais observer.
En plus, je pense que ce serait drôle. Roy m'a regardé, ses yeux pétillants. Il a ri, un rire profond et caverneux. Tu manigances quelque chose, petite Wendy. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Je n'ai pas vu un bon naufrage depuis des années. Et je dois une faveur à son père. Peut-être que l'empêcher de ruiner le nom de la famille est cette faveur. Promets-moi juste une chose, ai-je dit. Ne lui dis pas que je vis dans la maison de Nana. Dis-lui juste. Dis-lui que je vais très bien. C'est tout. Je lui dirai que tu es la reine de Saba si tu veux, à cligner de l'œil roi. Je réserve le billet demain. Je suis allé me coucher ce soir-là en sentant une étrange électricité dans l'air. La scène était prête. Les acteurs prenaient leur place. Curtis construisait son château de cartes, empilant mensonge sur mensonge, et Oncle Roy arrivait en ville comme un ouragan. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait. Je ne savais pas que le secret que j'avais gardé de Roy serait révélé. Mais je savais une chose. Curtis Stone était sur le point de passer le pire jour de mariage de l'histoire. Et j'allais avoir une place au premier rang. La semaine avant le mariage, l'air de mon studio de poterie semblait lourd, chargé d'une électricité qui précède généralement une tempête. Je glaçais un ensemble de tasses quand Déborah a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Assieds-toi, Wendy. Pose l'argile. Tu dois être assise pour ça. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai pris un tabouret. Déborah, tu me fais peur. Curtis a fait du mal à quelqu'un? Non, la voix de Déborah a baissé jusqu'à un murmure conspirateur. Mais il se fait avoir. Et je veux dire, avoir comme un violon bon marché. Tu te souviens de la grossesse? Le bébé miracle de 3 mois qui a forcé le divorce rapide? Ouais. La raison pour laquelle je suis en Oregon, ai-je dit sèchement. C'est faux. Le silence dans le studio était assourdissant. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre les mots. Que veux-tu dire par faux? Tu as dit que ta cousine les avait vus à la clinique. Ma cousine les a vus dans la salle d'attente, a corrigé Déborah, sa voix tremblant d'excitation. Mais écoute ça. J'ai une amie, Sarah, qui travaille dans le commerce de détail de luxe. Tiffany est allée dans sa boutique hier pour un dernier essayage de sa robe de réception. Sarah l'aidait à se changer. Déborah a fait une pause pour l'effet dramatique. Et alors, ai-je pressé. Et quand Tiffany s'est déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements, il n'y avait pas de ventre. Plat comme une planche, Wendy. Sarah a dit qu'elle a vu Tiffany sortir une prothèse en silicone de son sac. Un ventre à sangle. Elle l'a mis avant de remettre la robe. J'ai senti une vague de nausée suivie d'une horreur froide et insidieuse. Une fausse grossesse. C'était le tour le plus vieux et le plus ringard du monde. Le genre de choses qu'on voit dans les feuilletons, pas dans la vraie vie. Elle le piège, ai-je murmuré. Elle sait qu'il est désespéré d'avoir un héritier, désespéré d'avoir l'air d'un père de famille pour le contrat Tanaka. Elle utilise un morceau de silicone pour s'assurer une bague. Exactement, a dit Déborah. Et Sarah l'a entendu parler au téléphone dans la cabine d'essayage. Elle se vantait à quelqu'un, probablement sa mère. Elle a dit, une fois que la bague sera à mon doigt et que les papiers seront signés, j'aurai juste une fausse couche tragique. Il sera trop triste pour me quitter. Mon sang s'est glacé. C'était diabolique. Utiliser la mort d'un enfant inexistant comme encre émotionnelle. C'était un niveau de cruauté que je ne pouvais pas comprendre. Même si je méprisais Curtis, l'idée qu'il pleure un faux enfant me rendait malade. Il ne sait pas? Ai-je demandé. Il n'en a aucune idée. Il est trop occupé à se noyer dans les dettes pour remarquer que le ventre de sa fiancée est en caoutchouc. Il est probablement si stressé qu'il ne l'a pas touché depuis des semaines. Je suis allé à la fenêtre du studio, regardant les rues paisibles de Willow Creek. On aurait dit un univers différent. À New York, Curtis tombait dans un piège tendu par un prédateur encore plus affamé que lui. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Déborah. « Tu vas le lui dire ?» J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la façon dont il m'avait jeté l'addition. J'ai pensé à lui m'appelant vieille et fatiguée. J'ai pensé aux 8 années de ma vie qu'il avait consumées. Non, ai-je dit, ma voix se durcissant. Il voulait une requin, Déborah. Il a eu une requin. Voyons s'il sait nager. C'est ma fille, a applaudi Déborah.
Je garderai la diffusion en direct prête. Samedi va être un bain de sang. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé les tasses inachevées sur la table. J'ai pris un outil de sculpture et j'ai tracé une ligne profonde dans l'argile. Je n'étais pas vindicative de nature. Nana Rose m'avait élevé pour être gentille, mais elle m'avait aussi élevé pour respecter les conséquences. Curtis avait construit sa maison sur des fondations de mensonges. Il était juste que la femme qu'il avait choisie soit le plus grand mensonge de tous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas d'imaginer le mariage, les vœux, pour le meilleur et pour le pire. Ils mentaient tous les deux sur la partie « meilleure ». Ils étaient tous les deux secrètement « pire ». C'était un mariage de deux faillites se faisant passer pour une fusion. Je suis sorti dans le jardin en pyjama. La lune était pleine, illuminant les roses. J'ai touché une tige épineuse. On récolte ce que l'on sème, Curtis, ai-je murmuré à l'air de la nuit. On récolte ce que l'on sème. Samedi est arrivé avec un ciel gris et une bruine en Oregon, mais sur mon écran d'ordinateur portable, c'était une soirée scintillante à New York. Déborah avait positionné son téléphone parfaitement contre un centre de table, me donnant une vue grand angle de la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza. Je me suis assise dans mon salon confortable, enveloppé dans une couverture en tricot, une tasse de thé dans une main et un bol de popcorn dans l'autre. C'était surréaliste. Je regardais mes propres funérailles, en quelque sorte, les funérailles de ma vie passée. Le lieu était d'une extravagance obscène. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Des roses blanches, des milliers, couvraient chaque surface, créant une jungle florale étouffante. Il y avait des sculptures de glace de cygne. Il y avait un orchestre à cordes de 10 musiciens jouant Vivaldi. Ça sent l'argent et le désespoir ici, m'a texté Déborah. Les crevettes sont froides, mais le champagne coule à flot. J'ai balayé les invités du regard. J'ai vu d'anciennes connaissances, des gens qui venaient à notre appartement pour des repas partage quand nous étions fauchés. Ils avaient l'air mal à l'aise dans leur smoking de location. J'ai vu le groupe Tanaka, 5 hommes japonais à l'air sérieux dans des costumes impeccables, assis près du devant, observant tout avec une distance polie. Puis la musique a enflé. Les portes se sont ouvertes. Curtis est entré le premier. J'ai eu le souffle coupé. Il avait l'air terrible. De loin, il était beau dans son smoking sur mesure, mais la caméra a zoomé légèrement. Il transpirait abondamment. Son sourire était crispé, plus une grimace. Ses yeux parcouraient la pièce, non pas avec joie, mais avec panique. Il ressemblait à un homme attendant qu'une bombe explose. Il a pris sa place à l'hôtel. Puis est venue Tiffany. Elle était une vision de l'excès. La robe était massive, un nuage de tulle et de dentelle incrustée de cristaux qui captaient la lumière agressivement. Elle portait un diadème qui semblait assez lourd pour causer une blessure au cou. Et là, sous le corsage serré, se trouvait le ventre, une courbe parfaitement arrondie qu'elle berçait protectricement d'une main en descendant l'allée. Regardez-la, ai-je marmonné à l'écran. La performance de sa vie. Elle a atteint l'autel. Curtis a pris sa main. Je l'ai vu tressaillir légèrement, comme si son contact le brûlait. La cérémonie fut un flot de vœux creux. Moi, Curtis, je te prends, Tiffany, pour être ma riche. Je veux dire, ma légitime épouse, l'imaginais-je dire. Moi, Tiffany, je te prends, Curtis, pour rembourser l'hypothèque de mes parents, l'imaginais-je répondre. Ils se sont embrassés. C'était un baiser hollywoodien ostentatoire destiné aux caméras, pas au cœur. Les invités ont applaudi poliment. Les hommes de Tanaka ont applaudi exactement 3 fois chacun. Puis est venue la réception. C'est là que le vrai spectacle a commencé. Déborah a déplacé son téléphone pour suivre l'action. La table d'honneur était surélevée sur une estrade, comme une salle du trône. Curtis et Tiffany étaient assis, regardant de haut les paysans. J'ai vu Curtis se pencher vers Tiffany, lui chuchotant quelque chose avec colère. Tiffany a chuchoté en retour, arborant un faux sourire figé pour le photographe. Déjà des problèmes au paradis, me suis-je demandé. Déborah a texté, je viens de passer près de la table d'honneur. Curtis lui a dit d'arrêter de commander du vin millésimé cher parce que le compte est au maximum. Elle lui a dit de se taire et de sourire pour les investisseurs. J'ai secoué la tête. Ils étaient piégés dans une cage de leur propre fabrication. Puis la caméra a balayé la table juste à côté du groupe Tanaka.
Et mon cœur a manqué un battement. Il y avait oncle Roi. Il portait un smoking qui avait clairement 20 ans et une taille de trop petite. Son nœud papillon était de travers. Et devant lui se trouvaient 3 verres de whisky vides. Oh non, ai-je murmuré. Roi, s'il te plaît, ne sois pas ivre. Mais il l'était. Il riait bruyamment de quelque chose que l'homme à côté de lui disait. L'homme à côté de lui était M. Henderson, le vice-président de la banque qui détenait l'hypothèque de Curtis et probablement ses énormes prêts commerciaux. C'était la recette du désastre. Oncle Roi, l'électron libre, Monsieur Henderson, l'homme qui détenait la dette, et Curtis, l'escroc, assis à 3 mètres de là. Je me suis penché plus près de l'écran. Les discours allaient commencer. Le témoin, un type mielleux nommé Brad que je n'ai jamais aimé, tapotait le microphone. Mesdames et messieurs, ô couple heureux. Roi ne s'est pas levé pour le toast. Au lieu de cela, il s'est penché vers Monsieur Henderson. Je ne pouvais pas encore entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu Roi gesticuler sauvagement. Je l'ai vu pointer droit vers la caméra, droit vers le téléphone que Déborah utilisait. Ou peut-être qu'il pointait vers l'idée de moi. Mon estomac s'est noué. J'avais dit à Roi de garder mon secret. Je lui avais dit de ne rien dire sur la maison ou l'argent. Mais Roi avait beaucoup de whisky en lui et une haine profonde et tenace pour Curtis. S'il te plaît, Roi, ai-je supplié l'écran. Mange juste ton gâteau et tais-toi. Mais le chaos, semblait-il, avait répondu présent. Le cliquetis de l'argenterie s'est arrêté alors que les discours s'éternisaient. Curtis avait l'air sur le point de s'évanouir. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre, puis les investisseurs japonais. Il avait besoin que cette nuit soit parfaite. Il avait besoin d'avoir l'air du maître de son univers. Le téléphone de Déborah était assez proche de la table de l'oncle Roi pour que je puisse capter clairement l'audio. Le bruit ambiant s'était calmé pour les toasts. Ennuyeux, a chuchoté l'oncle Roi assez fort pour que 3 tables l'entendent. Ce type parle plus qu'un politicien. Des gens lui ont fait signe de se taire. Monsieur Henderson, le banquier, avait l'air mal à l'aise. Il a essayé d'ignorer Roi, mais Roi était d'humeur bavarde. Vous savez, a dit Roi, s'appuyant lourdement sur l'épaule de Henderson, je reviens juste de l'Oregon. Un pays magnifique. Un vrai pays. Pas comme cette ville en plastique. Henderson a hoché la tête poliment. C'est bien, monsieur. J'ai rendu visite à la fille d'un vieil ami, a continué Roi, sa voix résonnant dans un silence entre les discours. La petite Wendy. Vous connaissez Wendy? L'ex-femme du marié. À la table d'honneur, Curtis s'est raidi. Sa tête s'est tournée brusquement vers Roi. Tiffany a levé les yeux au ciel, clairement agacée que son projecteur soit détourné vers une ex-femme. Je crois l'avoir rencontrée une fois, a balbutié Henderson, essayant de baisser le volume. Une fille super, a crié Roi. La crème de la crème, et intelligente, plus intelligente que cet idiot, a-t-il fait un signe de pouce en direction de Curtis. La pièce est devenue silencieuse. Le témoin a cessé de parler. Tous les yeux se sont tournés vers la table où un homme au visage rouge dans un smoking serré tenait la cour. Roi, s'il te plaît, Curtis s'est levé, forçant un rire. N'ennuyons pas tout le monde avec de vieilles histoires. Nous sommes ici pour célébrer l'avenir. L'avenir, a ricané Roi en se levant. Il a légèrement vacillé. Quel avenir, Curtis? Celui que tu as construit à crédit? Un halètement a parcouru la pièce. Les investisseurs japonais ont échangé des regards. Assieds-toi, Roi, a sifflé Curtis, son visage devenant rouge. Sécurité. Je ne cause pas de problème, Roi a levé les mains innocemment. Je raconte juste à mon ami ici l'histoire de Wendy. Vous savez, la fille que vous avez jetée comme une ordure? Eh bien, il s'avère que les ordures peuvent être de l'or, Curtis. Mon cœur battait la chamade. Roi, non. Ne le dis pas. Je l'ai vue, a annoncé Roi à la salle. Elle vit à Willow Creek. Elle a un jardin plein de roses. Et elle a l'air heureuse. Vraiment heureuse. Pas comme toi, à transpirer dans ton costume bon marché. Je vais appeler la police, a crié Tiffany. Sortez ce vieil homme ivre d'ici. Attendez, a crié Roi. Je veux juste dire à M le banquier ici la meilleure partie. Vous connaissez la grand-mère de Wendy, la vieille nana rose.
Tout le monde pensait qu'elle n'était qu'une jardinière. Ah! Roy a frappé la table. Le son a résonné comme un coup de feu. Il s'avère que, a rayonné Roy, regardant directement Curtis, Nana Rose était un génie. Elle a laissé un petit cadeau à Wendy, un fonds en fiducie. Curtis s'est figé. La colère sur son visage a été remplacée par une confusion soudaine et aiguë. Quel fonds en fiducie? Wendy n'avait pas un sou. C'est ce que tu pensais, Harry Roy. C'est ce que tout le monde pensait. Mais j'ai vu les papiers. J'ai vu la maison. Wendy est assise sur une montagne, mon garçon. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Il était en train de le faire. Il était en train de tout déballer. Combien, a murmuré quelqu'un dans la foule. C'était la nature humaine. Tout le monde voulait connaître le chiffre. Roy a souri. Il a levé 5 doigts. 500 000, a demandé Curtis, un rictus revenant sur ses lèvres. C'est mignon. Non, espèce d'idiot, a beuglé Roy. 5 millions de dollars. Le silence qui a suivi était absolu. Ce n'était pas seulement calme. C'était un vide. L'air avait été aspiré de la pièce. 5 millions de dollars, a répété Roy, savourant les mots. En espèces et en actifs, tout à elle. Et vous savez le comble? Elle y a eu accès le jour où vous avez divorcé. Si vous étiez resté marié, vous auriez peut-être vu un centime. Mais vous l'avez larguée, alors elle a tout eu. J'ai observé Curtis. J'ai vu la couleur quitter son visage. Elle a commencé à son cou et est montée, le laissant ressembler à une figure de cire. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. 5 millions de dollars. C'était plus d'argent que son entreprise n'en avait jamais gagné. C'était assez pour le sauver 10 fois. Et il y avait renoncé pour épouser une secrétaire sans le sou avec un faux ventre. Tu mens, a murmuré Curtis, sa voix se brisant. Wendy. Wendy est fauchée. Elle travaillait dans un dîner. Elle travaillait dans un dîner pour te nourrir, a crié Roy. Mais maintenant, c'est la femme la plus riche de Willow Creek. Et toi? Tu épouses quoi? Ça, a-t-il pointé Tiffany. Tiffany s'est levée, furieuse. N'ose pas parler de moi. Je vaux 10 fois mieux qu'elle. Mais Curtis ne regardait plus Tiffany. Il fixait le vide, son esprit faisant le calcul. Le calcul terrible et angoissant de sa propre stupidité. 5 millions, a-t-il articulé. Il avait l'air malade. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait vendu un billet de loterie gagnant pour $1. Mais le spectacle n'était pas terminé. Loin de là, parce que M. Henderson, le banquier, regardait Curtis avec une expression très étrange. Il s'est levé lentement, ajustant ses lunettes. Monsieur Stone, a dit Henderson, sa voix tranchant dans les murmures. Est-ce vrai? Avez-vous divorcé d'une multimillionnaire? Ça n'a pas d'importance, a répliqué Curtis, essayant de reprendre le contrôle. C'est son argent. J'ai ma propre entreprise. J'ai ce contrat. Il a regardé désespérément les investisseurs japonais. À ce sujet, a dit Henderson, sortant un dossier de sa poche intérieure de veste. Puisque nous partageons des vérités ce soir. Oh mon Dieu, voilà la deuxième vague, ai-je pensé. M. Henderson n'était pas un homme cruel. Je me souvenais de lui lorsque nous avions demandé notre prêt hypothécaire des années auparavant. Il était sérieux, à cheval sur les règles et totalement dépourvu d'humour, ce qui rendit la suite encore plus dévastatrice. Monsieur Stone, dit Henderson, sa voix se projetant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Vous avez demandé à la banque une prolongation d'urgence sur votre prêt commercial hier. Vous avez affirmé que vous apportiez des actifs personnels importants au mariage. Curtis ressemblait à un animal piégé. Ce n'est pas le lieu, Henderson. Nous sommes à un mariage. Un mariage que vous avez payé avec un chèque qui a été refusé ce matin, dit calmement Henderson. Des halètements éclatèrent. Les investisseurs japonais chuchotaient maintenant furieusement entre eux. L'un d'eux commença à rassembler ses papiers. C'était une erreur de bureau, balbutia Curtis, la sueur coulant sur son front. Je transférerai les fonds lundi. Il n'y a pas de fonds à transférer, Curtis, dit Henderson, abandonnant la formalité. Nous avons audité vos comptes.
Vous êtes à découvert de 400 000 $. Votre entreprise est insolvable. Tiffany poussa un cri étranglé. Elle attrapa le bras de Curtis. De quoi parle-t-il? Tu as dit que tu étais riche. Tu as dit que l'entreprise était en plein essor. Curtis la repoussa. Tais-toi, Tiffany. Pas maintenant. Et Henderson continua, se tournant pour regarder Tiffany avec dégoût. En parlant d'actifs, Mademoiselle Miller, ou Madame Stone, je suppose, est venue à ma succursale la semaine dernière. Tiffany se figea. Sa main se porta instinctivement à son collier de diamants. Elle a fait toute une scène, raconta Henderson à la salle. Elle a exigé de savoir pourquoi la carte de crédit de son fiancé avait été refusée chez le fleuriste. Elle a crié, et je cite, « Je ne peux pas croire que je doive prêter 5 000 $ de mon propre argent à ce loser juste pour payer les centres de table. Je pensais que j'épousais un PDG, pas une œuvre de charité. » La salle explosa. Rire, choc, chuchotement. C'était une cacophonie d'humiliation. Tu as dit ça à la banque? Curtis se tourna vers Tiffany, les yeux exorbités. Tu m'as traité de loser? Eh bien, tu le es, cria Tiffany, sa façade se fissurant complètement. Tu es fauché. Tu m'as fait payer les fleurs. Tu m'as fait payer le digi. Je pensais que c'était juste un problème de trésorerie temporaire. Tu m'as dit que tu avais des millions. J'aurais eu des millions si je ne t'avais pas rencontré, rugit Curtis, gesticulant sauvagement vers le vide, faisant probablement référence à ma fortune perdue. Alors, tu m'as menti, hurla Tiffany en tapant du pied. Tu m'as trompé. J'ai gâché ma jeunesse avec toi. Ta jeunesse? Curtis rit, un son aigu et maniaque. Tu as 24 ans. Tu me connais depuis 6 mois. Messieurs, le chef de la délégation japonaise se leva. Il regarda Curtis avec une froideur absolue. Nous ne faisons pas affaire avec des clowns. Le contrat est annulé. La délégation se leva à l'unisson et sortit de la salle de bal. Non, attendez. Curtis courut après eux, trébuchant sur l'immense traîne de Tiffany. Il se mit à genoux. Monsieur Tanaka, s'il vous plaît. C'est juste un malentendu. J'ai les capitaux. J'ai. Vous n'avez rien, dit Henderson en fermant son dossier. La banque engagera une procédure de saisie sur votre appartement lundi. Profitez de votre gâteau, Monsieur Stone. C'est la dernière chose que vous posséderez. Curtis s'agenouilla sur le sol, regardant les investisseurs partir. Son rêve était mort. Son entreprise était morte. Sa réputation était incinérée. Il se tourna lentement pour regarder la table d'honneur, les ruines de son mariage. L'oncle roi gloussait. Meilleur mariage de tous les temps. Et, serveur. Plus de whisky. Mais je ne riais pas. Je regardais le visage de Curtis. L'arrogance avait disparu. À sa place se trouvait une réalisation terrifiée et vide. Il regarda directement la caméra, le téléphone de Déborah, comme s'il sentait mon regard. Il savait. À ce moment-là, il savait que je regardais. Il se leva, tremblant. Il regarda Tiffany, qui pleurait, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage. Elle vérifiait son téléphone, se demandant probablement si elle pouvait rendre la robe. Toi, Curtis pointa un doigt tremblant vers elle. C'est toi qui as fait ça. Toi et ta cupidité. Tu m'as poussé à dépenser de l'argent que je n'avais pas, moi, cracha Tiffany. C'est toi qui voulais avoir l'air d'un grand Manitou. Et maintenant, regarde-toi. Un loser fauché et pathétique. J'ai tout abandonné pour toi, hurla Curtis. J'ai abandonné une femme millionnaire pour toi. Une femme millionnaire dont tu ne savais même pas qu'elle était millionnaire, se moqua Tiffany. Mon Dieu, tu es stupide. C'était le point de rupture. La veine sur le front de Curtis semblait sur le point d'éclater. L'atmosphère dans la salle de bal passa de l'humiliation au danger. L'air crépitait d'une violence potentielle. Les mains de Curtis étaient serrées en poing. Son visage était un masque de haine pure et sans mélange. Tu m'as traité de stupide, murmura Curtis en s'approchant de Tiffany. Oui, stupide et pauvre, cria Tiffany en reculant d'un pas, mais toujours provocante. Et tu sais quoi? J'en ai marre. Je ne vais pas couler avec ce navire. Je m'en vais.
Tu ne vas nulle part, grogna Curtis. Tu es ma femme. Tu as signé les papiers. Je vais l'annuler, cria Tiffany. Pour fraude. Tu m'as fraudé. Je t'ai fraudé? Curtis se jeta en avant. Il ne la frappa pas, mais il attrapa l'énorme centre de table sur la table d'honneur, une tour d'hydrangée et de cristaux, et le jeta au sol. Crash! Le verre se brisa partout. L'eau trempa la nappe blanche. Les invités crièrent. Les gardes de sécurité commencèrent à courir vers la scène. Tu veux parler de fraude, cria Curtis, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Parlons de l'argent que tu as dépensé. 25 000 $ pour une robe, 10 000 $ pour les fleurs? Tu m'as vidé, espèce de parasite. Je devais avoir l'air bien, hurla Tiffany en retour. Contrairement à ton ex-femme démodée. N'ose pas prononcer son nom, rugit Curtis. Elle valait 10 fois mieux que toi. Elle était réelle. Toi. Tu n'es que du plastique. Sein en plastique, nez en plastique, âme en plastique. Et tu adores ça, le nargua Tiffany, attrapant une bouteille de champagne et la brandissant comme une arme. Tu l'as quittée pour ce plastique, tu te souviens? Parce qu'elle était vieille et fatiguée. Eh bien, devine quoi, papa? Maintenant tu es vieux, fatigué et fauché. L'insulte frappa Curtis comme un coup physique. Il recula en chancelant. Il regarda autour de la pièce, voyant des centaines de personnes le filmer, voyant la ruine de sa vie, puis ses yeux se fixèrent sur le ventre de Tiffany. Le bébé. L'héritier. La raison pour laquelle il avait tout précipité. Au moins j'ai mon fils, marmonna Curtis presque pour lui-même. Nous avons le bébé. Nous devons faire en sorte que ça marche pour le bébé. Tiffany rit. C'était un son cruel et strident. Le bébé? Oh, Curtis. Tu es vraiment pathétique. Elle posa sa main sur son ventre. Tu penses que je laisserai un loser comme toi se reproduire avec moi? Curtis se figea. Quoi? La pièce redevint mortellement silencieuse. Même l'oncle roi arrêta de boire. Que as-tu dit? Murmura Curtis. J'ai dit, ricana Tiffany, qu'il n'y a pas de bébé. Ce moment précis, le moment où la dernière lueur d'espoir de Curtis s'est évaporée, fut le paroxysme du drame. J'étais assise dans mon salon en Oregon, mon thé froid, mon cœur battant la chamade. J'ai regardé la prise de conscience se faire en lui. C'était tragique. C'était laid. Mais c'était absolument nécessaire. Il devait être brisé pour comprendre ce qu'il avait fait. Si vous écoutez ceci et ressentez cette montée de justice, ce sentiment que le karma est enfin arrivé, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et commenter le chiffre ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi, que vous voyez cette justice rendue. Votre soutien me dit que je ne suis pas seul à croire que la vérité triomphe toujours. Commentez maintenant et regardons la finale de ce désastre. Pas de bébé, la voix de Curtis était à peine audible. Non, Tiffany a fait claquer le EP. J'avais besoin d'une bague. Tu avais besoin d'un héritier. J'ai improvisé. Tu as menti. On a tous les deux menti, chérie. C'est ce qu'on fait. Curtis regarda son ventre. Puis il regarda son visage. La trahison était totale. Il avait perdu sa femme, sa fortune, son entreprise et sa dignité. Tout ça pour un mensonge. Il laissa échapper un son qui n'était pas humain. C'était un rugissement d'agonie primale pure. Tu m'as ruiné. Il a chargé vers elle. La sécurité était trop lente. Curtis était alimenté par l'adrénaline d'un homme qui a tout perdu. Il ne l'a pas frappé. Dieu merci, il ne l'a pas frappé, mais il a attrapé le gâteau de mariage à 7 étages qui se trouvait entre eux. Avec une force née de la folie, il a poussé la masse de confiserie. Éloigne-toi de moi, a crié Tiffany en essayant d'esquiver. Le gâteau a basculé. Des couches de génoise à la vanille et de crème au beurre se sont écrasées sur Tiffany. Elle a glissé sur le glaçage. Elle est tombée dans un tas de tulle blanc et de glaçage. Mais en tombant, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a fait halter toute la salle d'horreur. Elle a essayé d'attraper la nappe pour amortir sa chute. Son corps s'est tordu. Et le ventre rond de femme enceinte sous sa robe a bougé. Il n'a pas seulement bougé. Il a glissé.
Il est passé de son abdomen à sa hanche. Allongée là, dans les décombres du gâteau, Tiffany a levé les yeux et tout le monde l'a vu. Son ventre était de travers. Le coussinet en silicone s'était délogé. « Oh mon Dieu !» a crié quelqu'un au premier rang. « C'est faux. C'est vraiment faux. » Curtis se tenait au-dessus d'elle, respirant lourdement. Son smoking était éclaboussé de gâteau. Il a fixé le ventre déplacé. Il s'est penché. Tiffany a essayé de repousser sa main en criant « Ne me touche pas !» Mais il a attrapé le tissu de sa robe et a tiré. Le coussinet en silicone est sorti de l'encolure, glissant sur le sol avec un bruit sourd et humide. Il gisait là, sur le tapis rouge. Un monticule caoutchouteux et rose. Curtis le fixa. Il avait l'air sur le point de vomir. « Un oreiller ?» a-t-il murmuré. « J'ai quitté ma femme pour un oreiller. »« C'est du silicone de haute qualité », a sangloté Tiffany en essayant de se couvrir. « Ça a coûté $500. » 500 $, a répété Curtis hystériquement. « Et ça m'a coûté 5 millions. » Il a commencé à rire. C'était le rire d'un homme en camisole de force. Il a ri et a donné un coup de pied dans le ventre en silicone. Il a dérapé sur le sol et a atterri aux pieds de sa mère, qui s'est rapidement évanouie. « Sortez !» a crié Curtis aux invités. « Tout le monde, sortez !» Le spectacle est terminé. Le cirque est fermé. Il a attrapé une bouteille de vin et l'a fracassée contre le mur. Le vin rouge a giclé comme du sang sur les roses blanches. « Curtis, arrête !» a essayé d'intervenir son père, mais Curtis l'a repoussé. « Toi !» Curtis a pointé Tiffany, qui luttait pour se relever dans le glaçage glissant. « Tu es le diable. »« Et tu es un loser fauché !» a crié Tiffany en retour, essuyant la crème de ses yeux. « Je te poursuis en justice. Je te poursuis pour agression. Je te poursuis pour détresse émotionnelle. » Me poursuivre ? Curtis a écarté les bras. « Prends tout. Prends la dette. Prends la saisie. Prends la honte. C'est tout à toi, chérie. La moitié de rien, c'est rien. » La sécurité l'a finalement atteint. Deux hommes costauds ont attrapé Curtis par les bras. Il ne les a pas combattus. Il est juste devenu mou, suspendu là comme une marionnette cassée. « Wendy !» a-t-il soudainement crié au plafond. « Wendy, je sais que tu regardes. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai fixé l'écran. Ces excuses ne m'ont pas ému. Ce n'était pas une excuse. C'était un appel à une bouée de sauvetage. Sortez-le, a ordonné le directeur de l'hôtel. Alors qu'il traînait le marié hors de son propre mariage, donnant des coups de pied et criant, traînant les pieds dans le gâteau et le verre, j'ai ressenti un étrange sentiment de finalité. Le monstre n'était plus effrayant. C'était juste un homme pathétique emmené à la poubelle. L'oncle Roy, que Dieu le bénisse, a été le dernier à la caméra. Il s'est approché du ventre en silicone gisant sur le sol. Il l'a piqué avec sa canne. Eh bien, a tonné Roy. C'est un sacré cadeau de fête. Déborah a terminé la diffusion en direct. Je suis resté assise dans le silence de ma maison de l'Oregon. Le feu dans la cheminée crépitait doucement. C'était fini. La destruction était totale. Déborah m'a appelé 20 minutes plus tard. Elle était à bout de souffle. Je suis sur le parking. Tu ne vas pas le croire, mais ce n'est pas fini. Que reste-t-il, ai-je demandé, épuisé. Il a détruit le gâteau. Elle a perdu son ventre. Que reste-t-il d'autre? Le chantage, a dit Déborah. Je me cache derrière une camionnette. Écoute. Elle est passée en mode audio uniquement, mais la qualité était nette dans l'air de la nuit. J'ai entendu des talons au claquet avec colère sur le béton. Puis la voix de Curtis, rauque et brisée. Pas, Tiffany. Retourne chez tes parents. Mes parents? La voix de Tiffany était venimeuse. Mes parents ont vendu leur maison pour payer ton acompte, idiot. Ils n'ont nulle part où aller. Nous sommes tous ruinés à cause de toi. À cause de moi? Curtis avait l'air incrédule. Tu as menti sur le bébé et tu as menti sur l'argent. Ça nous met à égalité. Je veux la bague, a exigé Curtis. Donne-moi la bague. Je peux la vendre.
Peut-être payer le personnel de restauration pour qu'il ne me poursuive pas, la bague, Harry Tiffany. Tu veux cette bague? Donne-la-moi, Tiffany. J'ai mis en gage un vrai diamant il y a 3 semaines, a craché Tiffany. C'est du zircon cubique. J'avais besoin d'argent pour payer les minimums de cartes de crédit que tu ignorais. Alors, bonne chance pour vendre un morceau de verre, Curtis. J'ai eu le souffle coupé. Elle avait mis en gage la bague de fiançailles. Les niveaux de tromperie étaient stupéfiants. Ils étaient comme 2 parasites essayant de se nourrir l'un de l'autre, mourant de faim dans le processus. Toi, Curtis avait l'air vaincu. Tu es vraiment diabolique. Je suis une survivante, a corrigé Tiffany. Maintenant, voici l'accord. Tu vas me céder ta voiture tout de suite. C'est la seule chose qu'il te reste qui ait de la valeur. Ma voiture? Comment suis-je censé rentrer chez moi? À pied, a dit Tiffany. Ou demande à ta riche ex-femme de te ramener. Oh, attends. Elle est en Oregon en train de profiter de ses millions. Signe la carte grise, Curtis, ou je vais à la police tout de suite et je leur dis que tu m'as frappé dans la salle de bal. Avec des témoins, tu iras en prison ce soir. Tu n'oserais pas, et c'est moi. Je n'ai plus rien à perdre. Je veux la Mercedes. Il y eut un long silence, puis le bruit de clés qui s'entrechoquent. Prends-la, a murmuré Curtis. Prends-la et va au diable. Ravi d'avoir fait affaire avec toi, mon mari. J'ai entendu une portière de voiture claquer, un moteur vrombir et des pneus crisser alors que Tiffany démarrait en trombe. Puis le silence. Et puis le son d'un homme adulte sanglotant, des sanglots profonds, déchirants et laids. Wendy, l'ai-je entendu murmurer au parking vide. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Déborah est revenue en ligne. Sa voix était calme. Il est assis sur le trottoir, Wendy. Il est en train de déchirer sa veste de smoking. C'est pathétique. Est-ce que Roy est là, ai-je demandé. Ouais. Roy vient de sortir. Il se tient au-dessus de Curtis. Écoute. J'ai entendu Roy dire. Roy, a sangloté Curtis. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'un prêt. Juste un prêt relais. Je peux arranger ça. Arranger ça? La voix de Roy était dure. Mon fils, on ne peut pas réparer un tas de cendres. Tu l'as réduit en cendres. S'il te plaît, pour l'amour de mon père. Pour l'amour de ton père, a dit Roy, je vais te donner un conseil. N'appelle pas Wendy. Ne va pas en Oregon. Si tu t'approches d'elle, je m'assurerai personnellement que l'IRS examine ces impôts créatifs que tu as déclarés en 2018. Tu sais ça, a haleté Curtis. Je sais tout, a dit Roy. Maintenant, commence à marcher. C'est un long chemin jusqu'au fond du gouffre, mais je pense que tu viens d'atterrir. J'ai entendu les pas lourds de Roy s'éloigner. Déborah, ai-je dit doucement. Rentre chez toi. C'est fini. Est-ce que ça va? Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis libre. Les retombées furent rapides et brutales. À l'ère des médias sociaux, la chute de Curtis n'était pas privée. C'était un spectacle viral. Lundi matin, #FakeBellyBreed et #KexSmashGroom étaient en tendance sur Twitter. La vidéo du coussinet en silicone glissant sur le sol avait 5 millions de vues. L'entreprise de Curtis n'a pas seulement fait faillite, elle a implosé. Les investisseurs japonais ont publié une déclaration publique se distanciant d'une conduite non professionnelle. Sans investissement et avec une dette massive, la banque a agi comme un SM de cricket. Ils ont saisi le matériel de bureau, les comptes, et oui, l'appartement. J'ai appris par Monsieur Higgins que la vente aux enchères de notre ancien appartement a eu lieu 2 mois plus tard. Il s'est vendu en dessous de la valeur du marché pour payer les privilèges. L'endroit où j'avais pleuré, où j'avais fait mes cartons, n'était plus qu'une ligne dans un registre bancaire. Curtis a essayé de se cacher, mais on ne peut pas se cacher quand on doit de l'argent aux mauvaises personnes. Déborah m'a dit que les usuriers auxquels il avait emprunté n'étaient pas aussi polis que Monsieur Henderson. Curtis a été passé à tabac devant un motel du Queens où il séjournait. Il s'est retrouvé avec un bras cassé et 2 dents en moins. L'image du PDG avait disparu. Le roi de New York dormait sur le canapé de son frère dans le New Jersey, terrifié de sortir. J'ai reçu un email de sa part.
Il a été envoyé depuis une nouvelle adresse Gmail générique. Sujet, Wendy, s'il te plaît. Wendy, je sais que j'ai tout gâché. J'étais stressé. Je ne réfléchissais pas, Tiffany m'a manipulé. Elle m'a rendu fou. J'ai entendu parler de la fiducie. Je suis heureux pour toi. Vraiment. Mais je suis en difficulté, Wendy. De graves difficultés. J'ai besoin de 50 000 $. Juste un prêt. Je te rembourserai avec intérêt, s'il te plaît. Pour les 8 ans que nous avons passés ensemble. Souviens-toi des bons moments. Amour, Curtis. Je l'ai lu en étant assise sur ma véranda, buvant un café et regardant un colibri volter autour de la mangeoire. Se souvenir des bons moments? Je me suis souvenu de lui me jetant l'addition. Je me suis souvenu de lui m'appelant fatigué. Je me suis souvenu de l'odeur du parfum de Tiffany sur sa chemise. J'ai cliqué sur répondre. Curtis, je me souviens de tout. C'est pourquoi la réponse est non. Ne me contacte plus. J'ai bloqué l'adresse. Puis j'ai appelé Monsieur Higgins et lui ai dit de faire un don de 50 000 $ à une association caritative qui aide les femmes à échapper à la violence domestique et au contrôle financier. En l'honneur de Curtis Stone, ai-je dit à Higgins, il a finalement fait quelque chose de bien. Et qu'en est-il de Tiffany? La femme qui voulait être une reine. Sa chute fut moins violente, mais tout aussi humiliante. Internet est cruel avec les femmes, surtout les croqueuses de diamants. Elle a été doxée. Ses médias sociaux ont été inondés de commentaires haineux. Elle a dû supprimer son Instagram, son TikTok, toute son existence numérique, ce qui pour une fille comme elle, c'était comme se couper un membre. Ses parents, ayant vendu leur maison pour payer le mariage qui est devenu un désastre, ont été forcés de déménager dans un petit appartement de location. Ils la blâmaient. Les voisins la blâmaient. Elle ne pouvait trouver de travail dans aucun bureau à New York. Son visage était trop reconnaissable comme là, mariée au faux ventre. Déborah m'a envoyé une photo quelques mois plus tard. Elle a été prise par sa cousine dans un dîner du nord de l'État de New York. C'était Tiffany. Elle portait un uniforme taché, les cheveux tirés en arrière dans un filet désordonné, versant du café à un camionneur. Elle avait l'air plus âgée. L'éclat avait disparu. Ses ongles étaient courts et non vernis. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air exactement comme Curtis m'avait décrite. Karma, a texté Déborah. Elle voulait un mari riche pour prendre soin d'elle. Maintenant, elle sert des pancakes pour le salaire minimum. J'ai regardé la photo. Je ne me sentais pas heureuse, exactement. J'ai juste ressenti un sentiment d'équilibre se rétablissant. Elle avait essayé de sauter les étapes, de tricher le système, de voler une vie qu'elle n'avait pas méritée. Et l'univers avait corrigé l'erreur. J'ai supprimé la photo. Je n'avais pas besoin de la garder. Elle n'était qu'un personnage dans un mauvais chapitre de mon livre, et j'avais déjà tourné la page. 6 mois plus tard, le printemps avait complètement explosé à Willow Creek. Mon jardin était une émeute de couleurs. Les roses que Nana Rose avait plantées fleurissaient dans des tons de cramoisi, de rose et d'ivoire. J'avais ajouté de la lavande, de la sauge et des hortensias. La maison, autrefois grise et triste, était maintenant peinte d'un jaune crémeux et chaleureux avec des volets blancs impeccables. Je me tenais au centre du jardin, tenant une tasse de thé, sentant le soleil du matin réchauffer mon visage. Je n'étais plus seulement une jardinière. Mon cours de poterie s'était développé en une entreprise à plein temps. J'avais racheté le studio à Sarah quand elle avait décidé de prendre sa retraite en Floride, en utilisant une petite fraction de la fiducie, anonymement, bien sûr. Je l'ai rebaptisé le « Four doré ». J'ai utilisé les bénéfices pour créer un fonds de bourse pour les filles de la ville qui voulaient étudier l'art ou le design mais n'en avaient pas les moyens. J'étais riche, oui, mais personne en ville ne connaissait l'étendue de ma fortune. Pour eux, j'étais juste Wendy, la gentille dame qui faisait de beaux bols et payait toujours le café de la personne derrière elle dans la file. L'oncle Roi est venu pour le déjeuner du dimanche. Il avait l'air en meilleure santé aussi. Passer du temps avec moi, avoir des repas faits maison semblait avoir adouci ses angles. Tu as l'air différente, gamine, a dit Roi en mâchant un morceau de pain de maïs. Différente comment? Plus légère, a-t-il dit. Avant, tu avais l'air de porter un sac à dos plein de briques. Maintenant, tu as l'air de flotter. J'ai posé les briques, Roi, ai-je souri. Des nouvelles de l'idiot, a demandé Roi.
il refusait de prononcer le nom de Curtis. Aux dernières nouvelles, il travaille chez un concessionnaire automobile dans le Jersey. À la commission seulement. Roy a reniflé. C'est bien fait. Il a toujours été un vendeur. Dommage qu'il ait vendu son âme au rabais. J'ai regardé les collines vallonnées de l'Oregon. J'ai pensé à la femme que j'étais dans ce train, effrayée, brisée, se définissant par celui qui l'avait quitté. Je réalise maintenant que le départ de Curtis n'était pas une tragédie. C'était un avis d'expulsion d'une prison dont je ne savais pas que j'étais prisonnière. S'il n'était pas parti, je serais toujours dans cet appartement à repasser ses chemises, à m'inquiéter de l'argent, à me rétrécir pour entrer dans son monde petit et superficiel. Je n'aurais jamais trouvé la lettre de Nana. Je n'aurais jamais retrouvé mon article. Je ne me serais jamais retrouvé. Tu sais, ai-je dit à Roy, je pense que je devrais lui envoyer une carte de remerciement. N'ose même pas, a grogné Roy. Je ne le ferai pas, ai-je ri. Mais dans mon cœur, je le remerciais. Il m'avait libéré. Je me suis approché d'un rosier particulièrement beau, une rose épise, jaune bordée de rose. J'ai touché les pétales. La vie est drôle. On pense qu'on est enterré, mais en réalité, on est juste planté. J'avais été planté dans la terre riche de Willow Creek, arrosée de larmes et de résilience. Et maintenant, enfin, je m'épanouissais. Je suis Wendy Miller. Je suis potière. Je suis une petite fille. Je suis millionnaire. Chut. Et surtout, je suis heureuse. Le loup est venu à la porte, a soufflé et soufflé, et a fait s'envoler sa propre maison. Et moi? Je suis juste ici, à m'occuper de mon jardin, à regarder le soleil se lever. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de réinvention, veuillez la partager avec un ami qui a besoin de se rappeler que la meilleure vengeance est de bien vivre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci de votre écoute.